Bonjour, chers étudiants. Je viens connaître avec vous le module de comptabilité bancaire. Aujourd'hui, ce que nous allons traiter les points ci-après. On va démarrer d'abord par les provisions pour chèque certifié. Vous savez que très souvent, le client peut avoir dans ses relations aussi avec ses tiers, aussi certains tiers peuvent lui exiger le dépôt d'un chèque certifié. En fait, un chèque certifié, c'est un chèque bancaire dont la provision a été certifiée par la banque par apposition d'un certificat. Les fonds correspondants sont bloqués pendant 8 jours pour le bénéficiaire à compter de la date d'émission du chèque. Donc, par exemple, je peux travailler avec un organisme qui me dit, il faut un chèque certifié. Et pour ce faire, je vais contacter ma banque pour dire à ma banque, je veux un chèque certifié. Je vais faire un chèque où la banque va apposer sa signature et le montant de ce chèque, la banque va bloquer ça pendant 8 jours. Donc, il faut s'assurer que le bénéficiaire de la provision restera disponible dans son compte au moment de la présentation et du paiement du chèque. Donc, ce montant sera bloqué, par exemple, pendant 8 jours. Maintenant, quelle est l'écriture comptable à passer dans ce cas? C'est normal. L'écriture du comptable qu'on va passer, on va débuter le compte 2511, compte client ordinaire. On va créditer le compte 2722, autre somme due à la clientèle provision pour chaque certifié, et on va créditer un compte 70, produit d'exploitation bancaire. C'est normal, quand je fais travailler la banque va me facturer des commissions, et ces commissions sont pour la banque des produits bancaires à mettre dans un compte de produits d'exploitation. Je rappelle encore une fois que au niveau des banques, les produits d'exploitation, les commissions qu'on perçoit, les intérêts qu'on perçoit, on ne les considère pas comme des opérations financières, on les considère encore une fois comme des opérations d'exploitation. Ça, c'est très, 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 très important à comprendre. D'accord? Maintenant, après avoir, au moment de la présentation du chèque certifié par le bénéficiaire à la banque, on exclut, on va débuter le compte 2512, 2522, autre somme due à la clientèle provision pour chèque certifié, et on va créditer le compte 2512, compte du bénéficiaire ou de sa banque si il s'agit d'opérations interbancaires. Donc, si vous voyez bien, au moment de la présentation, au moment de la certification du chèque, le compte 2511, on l'avait débité. Maintenant, au moment de la présentation du chèque par le bénéficiaire, c'est normal qu'il y ait un décaissement parce que là-bas, le montant du chèque certifié va sortir soit dans le compte du client ou dans le compte de sa banque si la banque s'est portée garant du paiement. Maintenant, à l'expiration du délai, c'est-à-dire le chèque certifié, il y a un délai. Vous savez, les chèques avec les normes, on vous dit qu'il y a un délai de conservation de 3 ans. Donc, à l'expiration du délai, le chèque certifié retrouve le caractère de chèque ordinaire. C'est comme un chèque normal. Parce qu'un chèque certifié, je rappelle, c'est un chèque que vous présentez à votre banque et la banque approuve votre signature. Et la banque fait une mise à disposition, il conserve ces fonds-là pendant un délai de 8 jours. Maintenant, au-delà du délai de 3 ans, le chèque certifié devient un chèque ordinaire. La banque maintenant transfère la provision autant pour moi dans le compte du client. Donc voilà en fait les différentes étapes pour le traitement des chèques certifiés. Il y a la réception par la banque du chèque à certifier, présentation du chèque par le bénéficiaire et l'expiration du délai. Mais à l'expiration du délai de 3 ans, vous savez que le chèque certifié devient un chèque ordinaire. Maintenant, en dehors des chèques certifiés, on va faire les cautions et autres garanties données. Vous savez que dans les opérations bancaires, très souvent, il peut y avoir des cautions sur les crédits de trésorerie. Vous savez, il y a différents types de garanties qu'on peut avoir. Il y a l'hypothèque. L'hypothèque, c'est une garantie donnée sur un bien immeuble. Ça peut être un gage qui est une garantie qu'on donne sur un bien immeuble. Ça peut être même un nantissement qui est une garantie sur un fonds de commerce.
Mais il y a des sûretés personnelles aussi, le cautionnement, etc. Ça, très souvent, dans les opérations bancaires, on retrouve ces types de garanties qui viennent en réalité permettre, faciliter en fait les relations entre la banque et ses clients. Parce que très souvent, si je veux faire par exemple un prêt de 200 millions, c'est certes, la banque va me demander une sûreté réelle, par exemple, va me demander une hypothèque. C'est normal, de telle sorte que si je deviens plus solvable, la banque va remplacer cette hypothèque-là va prendre l'immeuble-là et vendre ça pour retrouver ses fonds. Ça, c'est très normal. Mais quel est c'est les cautions ici bancaires sur les crédits de trésorerie. Elle facilite la présentation du client en lui. Elle facilite la trésorerie du client en lui permettant d'éviter ou de différer un décaissement ou d'accélérer une rentrée de fonds. La nature, engagement ou crédit par signature. Par exemple, très souvent, vous pouvez avoir un marché, un gros marché, et qu'on vous demande une caution bancaire. Très souvent, c'est ce qui se passe. Parce qu'on dit que est-ce que vous avez une capacité réellement d'exécuter le marché, etc. Donc, ça, ce sont des soucis. Et parfois même, ce sont des dispositions requises par le Code de passation des marchés publics qui vous demandent parfois d'avoir même de présenter est-ce que suffisamment vous pouvez répondre à cette opération. Maintenant, ça, c'est normal. Donc, généralement, ce sont des cautions sur l'exécution des marchés, des cautions de bonne exécution, des garanties de remboursement sur des crédits distribués. Tout ça, ça peut exister. Et dans ce cas, ces opérations, on les enregistre dans les comptes d'engagement hors bilan. Le compte 9111, engagement de garantie d'ordre d'établissement et crédit, et contrepartie, engagement d'ordre d'établissement crédit. En réalité, très souvent, ces trucs-là sont mis en exergue pour respecter même le dispositif prudentiel. C'est pourquoi dans la comptabilité bancaire, si vous avez bien remarqué, très souvent, on utilise les comptes d'engagement hors bilan. Et ça, c'est normal. Si vous voyez même dans les opérations de crédit à la clientèle, si la banque s'engage, l'engagement doit être enregistré dans ses comptes hors bilan. Maintenant, si la banque s'exécute, ses comptes d'engagement hors bilan sont soldés. Donc, il faut faire beaucoup attention sur l'utilisation de ces comptes. Mais ces opérations de caution ou autres garanties données permettent aux clients, par exemple, de pouvoir montrer qu'il y a une santé financière. Ça lui permet aussi d'éviter ou d'accélérer des décaissements, etc. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. Mais il faut savoir que la banque aussi peut procéder au prélèvement de commissions contractuelles. Si vous faites travailler la banque, sachez qu'il y aura toujours des commissions, même si on ne le dit pas, parce qu'un service bancaire, un service ne peut pas être gratuit. La gratuité, encore une fois, même fiscalement, on le considère comme un acte anormal de gestion. D'accord? Donc, lorsque vous faites travailler une banque, sachez que la banque va prélever des fonds. Même si le chèque certifié, juste le fait d'apposer sa signature, la banque va prélever des frais. D'accord? Maintenant, on va parler aussi de ce qu'on appelle des crédits documentaires. Vous savez, dans une opération d'importation, on peut avoir comme solution le paiement par crédit documentaire. Quel est le mécanisme? Un acheteur sénégalais avise sa banque, la banque du fournisseur étranger, qu'elle réglera les marchandises expédiées contre des documents représentant ces derniers. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une importation. Je vais dire, je suis d'accord avec mon fournisseur étranger que je vais te payer par voie de crédit documentaire. Et maintenant, si je te paye par voie de crédit documentaire, dès lors que les marchandises arrivent au Sénégal, je donne tous les documents nécessaires, la déclaration d'importation, tout ça, et ma banque sénégalaise va s'exécuter, c'est-à-dire va virer directement les fonds dans les comptes de la banque étrangère. Ce paiement, on l'appelle paiement par crédit documentaire. Maintenant, les écritures comptables, si vous voyez bien, les écritures comptables, engagement de financement, on débute le compte d'engagement de financement en faveur du client. On fait contrepartie engagement de financement et on va procéder au prélèvement de fonds. C'est normal.
Parce que je vous dis, s'il y a crédit documentaire aussi, il y a la phase d'engagement où le client a dit à la banque, je paye à mon fournisseur étranger par crédit documentaire. Donc, encore une fois, si vous voyez même des frais sur des commissions sont prélevés sur cette opération. Mais après la vérification des documents reçus, la banque paye le montant correspondant en débitant le compte de l'importateur et en annulant le compte d'engagement ordinaire. La banque s'était engagée, maintenant il y a l'exécution. Après l'exécution, toujours les comptes d'engagement hors bilan doivent être soldés. Ça, c'est un principe. Après l'exécution, les comptes d'engagement hors bilan doivent être soldés. Donc, parce qu'à un moment donné, la banque s'est engagée à payer aux clients. Comme que la banque s'est engagée à payer aux clients, au moment, comme que la banque s'est engagée à payer aux clients, de virer, je veux dire, de virer l'argent dans le compte du fournisseur étranger, on le met dans des comptes d'engagement hors bilan. Mais au-delà, lorsque la banque procède en fait maintenant au virement des fonds, dans ce cas, la banque va solder ses comptes d'engagement hors bilan. Donc, voilà le mécanisme un peu de ces crédits documentaires. Et encore une fois, c'est à l'importation que cette opération s'effectue. Donc, on l'appelle aussi lettre de crédit. C'est un document c'est un document prouvant un engagement de paiement souscrit par la banque d'un acheteur vis-à-vis du vendeur. Donc, lorsque la banque reçoit ces documents, la banque va exécuter après la réception des documents. Mais maintenant, comme que la banque avait enregistré au moment de l'engagement cette opération dans des comptes hors bilan, ici, la banque va procéder après à l'exonération de ces comptes d'engagement hors bilan. Maintenant, l'enregistrement des opérations en devise. Une devise, vous savez que c'est toute monnaie autre que le franc CFA sur la zone UEMOA. Autre que le franc CFA. Donc, de même dans le recueil de la Banque centrale, ce sont dit toutes les monnaies autres que le franc CFA émises par la BCEAO et ayant un cours légal. C'est ça pour nous. Maintenant, une devise et autre monnaie de la zone CFA émise par la BCEAO et l'État comorien. Maintenant, les devises, les métaux précieux tels que l'or, l'argent détenu sur une forme négociable. Donc, il y a le franc CFA, il y a les devises. Mais maintenant, la particularité ici, contrairement aux autres entreprises qui sont soumises au Cisco-ADA, parce que le Cisco-ADA, la comptabilité est exclusivement tenue en franc CFA. Mais pour les banques, on leur demande de tenir une comptabilité en franc CFA, mais aussi une comptabilité en devises. Attention. Alors que dans les entreprises qui sont soumises au Cisco-ADA, ces entreprises-là ont l'obligation de tenir une comptabilité exclusivement en franc CFA. Alors que dans les banques, l'enregistrement des opérations se fait si c'est une opération en devise, ça s'enregistre en franc CFA et en devise. Donc, il y a une comptabilité entre guillemets en franc CFA et une comptabilité en devise. Maintenant, méthodologie adoptée pour l'enregistrement de ces opérations, parce qu'on va acheter des dollars, on va acheter de l'euro, etc. Enregistrement de la contrepartie des écritures en devise dans des comptes de position de change ouverts parmi les comptes du bilan ou de hors bilan et libellés dans chacune des devises utilisées. Donc, ça rejoint l'idéologie selon laquelle, ici, on a l'obligation d'enregistrer en franc CFA et en devise. Deuxième étape, enregistrement des écritures en monnaie CFA, encore, associé à des opérations de change dans des comptes de contre-valeur de position de change ouverts aussi parmi les comptes de bilan ou de hors bilan en monnaie locale. Maintenant, à l'inventaire, c'est normal, il faut faire des écritures de correction. On évalue les éléments de l'actif et on évalue les éléments du passif et de hors bilan, libellés en devise, ainsi que les comptes de position de change concernés. Parce qu'il peut y avoir une variation des coûts. Tu peux acheter, par exemple, surtout dans le cadre d'un système de change flottant, tu peux acheter, par exemple, des dollars à 500 francs et à l'inventaire, le coût du dollar est de 450 ou de 600. Donc, toujours, il faut faire des écritures de correction. On est bien d'accord. Ça aussi, on respecte des principes comptables.
notamment la prudence, mais notamment aussi l'esprit du coût historique. D'accord? Les différences, d'une part, entre les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change et d'autre part, des montants inscrits dans les comptes de contrepartie sont portés dans le compte de résultat par le débit ou le crédit de contre-valeur de position de change. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ce cas qui nous permettra en réalité de pouvoir comprendre réellement comment ça se passe ces opérations de change. On va essayer de déchiffrer ces cas pratiques. L'exemple pratique. Regardez, au 31-12, à 7h30, on a ouvert les caisses. La banque X, à l'ouverture, détient $10 000 USD, évalué à 5 850 000 francs. À la clôture de la veille, le cours du dollar était de 585. C'est normal, parce que si vous prenez 585 par 10 000, ça nous donne 5 850 000. Mais au 31 décembre, pendant la journée, voilà ce que la banque a effectué en devise. Achat de $1 500 à 870 000, cours du dollar 580. Et sur la même journée, on a vendu des dollars à 413 000, cours du dollar 590. Et au 31 décembre, c'est-à-dire à l'inventaire, au 31 décembre, le cours du dollar à la clôture du 31 décembre, c'est 595. Vous savez que le dollar et le franc CFA, on est dans la logique d'un système de change flottant. Ça change. Le cours peut changer d'un jour à un autre. Donc, si on récapitule ça à travers ce tableau, au 30-12, on avait 10 000, CFA 5 850 000, on a acheté $1 500 et on a vendu $700 avec les montants correspondants en francs CFA. Maintenant, l'achat de 1500 devises, vous savez, tout à l'heure, on s'est dit que à chaque fois, on enregistre en devises et en francs CFA. Contrairement aux entreprises qui sont soumises au Cisco-ADA, dans le Cisco-ADA, on ne fait pas comme ça. Dans le Cisco-ADA, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre exclusivement en francs CFA. Mais ici, on vous dit enregistrer en devises et en francs CFA. Donc, l'achat de 1500 devises, vous savez, lorsque vous achetez des devises, votre caisse en devise va augmenter. C'est pourquoi on a débité le compte 10 011 encaissement billet USD. C'est-à-dire qu'on a débité le compte caisse en devise parce que la caisse en devise va augmenter. Et à chaque fois, il y a un compte de position de change, le compte 3757. On est bien d'accord? Mais là, cette opération, si on enregistre en francs CFA, c'est logique. Si on enregistre la même opération en francs CFA, on va faire le contraire. 37,58, c'est la contre-valeur de nos avoirs en devise USD et on va créditer le compte 1012 encaissement en francs CFA. Donc, pourquoi le compte caisse francs CFA est crédité? Parce que lorsque vous achetez des devises, vous allez sortir du CFA. On est bien d'accord. Et pourquoi le compte USD, caisse USD va augmenter, mais le compte aussi de caisse CFA va diminuer. Et lorsqu'on fait une opération de vente, vous allez voir que c'est totalement le contraire. Ici, on a vendu $700 USD, donc la caisse en dollars sur la deuxième opération pour la vente de devises, la caisse en dollars va diminuer et la caisse en CFA va augmenter. Donc, c'est l'écriture contraire. On fait 37,57 compte de position de change et on crédite le compte caisse dollars. Et pour la comptabilité en francs CFA, on fait la même chose. On débite le compte 1012 encaissement en CFA et on crédite le compte 37,58. Mais à l'inventaire, ça c'est une disposition comptable. Il faudra procéder à l'inventaire de ces caisses-là. Voilà. Vous savez que à l'inventaire, il faut faire l'évaluation en francs CFA et l'évaluation surtout l'évaluation en francs CFA et regarder est-ce qu'il n'y a pas d'écart. Si on recommence un peu notre cas, si vous avez bien vu, ici, on avait au 31 décembre, le matin, on avait $10 000. On a acheté 1500. Donc, 10 000 plus 1500, ça fait 11 500. 11 500 moins 700, ça nous donne $10 800. $10 800, c'est ce qui reste au 31 décembre. Mais les $10 800,
si on regarde bien, les 10 800 $, le coût à l'inventaire est de 595. Donc, il faut qu'on puisse savoir, au 31 décembre, le soir, on a ces 10 800 $ représentent combien en francs CFA. Donc, on fait 10 800 multiplié par 595, ça nous donne 6 millions, le montant, c'est 6 millions 426 000. Alors que si on fait l'évaluation en CFA, l'évaluation en CFA, c'est facile à faire. Vous savez qu'on avait en CFA 5 850. 5 850 plus 870 moins 413 000, ça nous donne 6 307 000. Donc, la valeur qu'on a à l'inventaire est supérieure à la valeur qu'on a dans notre comptabilité. Et alors qu'on demande de faire des écritures de correction. Ça peut être une perte de change ou ça peut être un gain de change. Mais ici, vous avez bien vu, ce qu'on a à l'inventaire est supérieur à ce qu'on avait dans la comptabilité, donc on a un gain de change. Si c'était le contraire, on aurait dû avoir ce qu'on appelle une perte de change. Donc ici, on a un gain de change de 119 000. Et comment on l'enregistre comptablement? On va débiter le compte 3758 parce qu'il faut qu'on réévalue en fait la contre-valeur de nos avoirs en devises. Et on crédite le compte 706, gain de change en USD, et pour un montant de 119 000. Donc ici, pour résumer cette partie-là, sachez qu'en fait, dans la logique en fait du PCB, il faudra toujours, pour les opérations en devise, les enregistrer en francs CFA et en devise, et à l'inventaire, il faudra procéder à des corrections correspondantes en fait à ces opérations en devise. Et il faut regarder la valeur réelle et on peut être dans des cas de gain de change ou dans des cas de perte de change. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve sur la séance vidéo pour apporter beaucoup plus de précision. Merci.